Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être parmi nous pour cette rencontre expert organisée par le Club de la presse de Bretagne sur le thème Nouvelles technologies bien communiquées, suffit-il à bien informer comme ce fut le cas par le passé avec l'arrivée de la première ligne de métro à Rennes, l'installation des lignes à haute tension au-dessus des fermes, la mise en œuvre également de l'éolien marin ou encore la mise en place aujourd'hui de la 5G et bientôt les fameux nouveaux vaccins qui sont pour certains déjà proposés. Il est souvent complexe de parler innovation et nouvelles technologies dans les médias. Alors, comment aborder ces sujets sans faire peur? Y a-t-il un manque de pédagogie de la part des acteurs opérateurs économiques? Comment les journalistes travaillent sur ces sujets pour vulgariser ou pour réaliser une information à caractère pédagogique? Nous avons donc invité pour participer à cet échange sur ces questions différentes personnalités. Anthony Masto, qui est avec nous. Bonjour Anthony. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes rédacteur en chef de France 3 Bretagne. Également avec nous Philippe Créange, journaliste au Télégramme. Bonsoir Philippe. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Également avec nous Hervé Karmarek, qui est le président de l'Union des entreprises 35, l'UE 35 et du MEDEF Bretagne. Bonsoir Hervé Karmarek. Bonsoir à tous. Qui se bat avec son débit pour avoir également une solution de partage avec ses enfants qui jouent à la PlayStation, parce que j'ai compris. Et puis, ils sont interdits de télécharger des jeux, mais il n'est pas impossible que je coupe ma caméra pour avoir du flux. Et puis, il y a Hugues Méli, qui est le PDG de Niji et président de Bretagne Développement Innovation, qui est parmi nous. Merci à vous tous d'être parmi nous. Et merci aussi à tous les participants qui se sont inscrits, qui sont présents à cette rencontre. L'objectif, ça va être de créer de l'échange entre les uns et les autres, bien entendu, autour de ce thème, de cette thématique. Difficile, en fait, de ne pas en prendre en compte, bien sûr, le contexte sanitaire dans lequel nous sommes. Nous sortons d'un deuxième confinement, un virus encore méconnu, des absences de consensus chez les scientifiques, encore de l'inconnu pour les vaccins à venir. Est-ce que, et là je vais m'adresser bien sûr à nos quatre intervenants, est-ce que cette situation complexifie la communication et l'information sur l'innovation, et ce, de quelle manière? Voilà, c'est la première question un peu liée au contexte général. J'ai posé la première question, allez, je vais ouvrir, je vois Philippe qui prend des notes peut-être. Comment tu vois les choses par rapport au contexte actuel? Est-ce que le contexte complexifie les choses et de quelle manière? En fait, je crois que la grande… Alors, je partage les mêmes soucis qu'Hervé Karmarek, hein, puisque ma connexion est partagée avec la PlayStation et la Switch de mon deuxième fils. Donc, ça va peut-être haché, j'en suis navré par avance. Donc, je crois que la grande difficulté du moment, mais en fait qu'on vit depuis déjà quelques années, mais qui s'amplifie et sans doute vous partagerez ce constat avec moi, avec les réseaux sociaux, c'est que il y a de plus en plus de radicalité dans la société, avec des groupes, des sous-groupes d'opinion qui se constituent. Il est extrêmement difficile, je crois, pour nous, journalistes, en fait, de rentrer dans ce débat-là, en tout cas de l'exposer sans être attaqué d'emblée par une partie ou l'autre de ces groupes ou sous-groupes. Donc, il faut qu'on fasse notre travail comme on le fait depuis toujours, je dirais, le plus sérieusement possible, à savoir exposer l'ensemble des avis sans prendre parti. Et c'est peut-être la déviance parfois de notre métier, puisqu'il faut essayer de ne pas prendre parti. En tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois ce métier. Et donc, sur ces sujets d'innovation, eh ben, on voit que c'est extrêmement tendu dans la société. Donc, à nous de jouer ce rôle un peu de médiation. Mais est-ce que le contexte, d'abord la question que je posais, c'est est-ce que le contexte actuel, c'est le contexte sanitaire en l'occurrence, avec le confinement, complexifie la situation dans le fait d'informer Évidemment, évidemment.
Pas là, mais là, je pense que mon confrère de France 3 Bretagne dira la même chose. C'est que il a fallu nous, mais comme toute organisation, comme toute entreprise, comme toute association, collectivité, nous adapter à cette situation sanitaire en mettant en place des solutions de télétravail et de visio comme on fait aujourd'hui. Et donc pour jouer ce rôle de médiateur que je décrivais tout à l'heure, eh ben, c'est plus compliqué et à la fois un peu plus simple, plus compliqué parce que bah, c'est un peu moins fluide de communiquer aujourd'hui avec les uns et les autres. Et puis à la fois plus simple parce que moi j'ai expérimenté ça pendant le premier confinement notamment. J'ai eu accès à des personnes finalement beaucoup plus facilement que ce que j'aurais pu penser et puisque les leaders d'opinion, des dirigeants étaient aussi confinés chez eux. Et donc, pour les joindre, bah, on obtenait beaucoup plus facilement les 06. Donc ça, c'était plutôt un avantage de la crise sanitaire. Hugues, c'est plus facile d'avoir ton 06 en période sanitaire? Non, je dis mon 06, il est public, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Non, moi je dirais que, bon, bah, d'une part, on est dans cette espèce d'infobésité, hein, voilà, il en vient de partout, et c'est un peu difficile de séparer le grain de livret dans tout ça. Ensuite, on est quand même, cette période est quand même très anxiogène. Elle conduit, je pense, les plus optimistes d'entre nous à être plutôt verre à moitié vide que verre à moitié plein. Et je pense que pour capter l'attention, et là, voilà, je me mets dans la peau des journalistes, ce qui est compliqué, ce n'est pas du tout mon métier. Il faut essayer de mettre un brin d'enthousiasme, un brin de positivité dans tout ça. Et ce n'est pas toujours simple parce que finalement, la pression sur le mental des uns et des autres, elle est très forte du fait de ce confinement, justement. C'est-à-dire qu'on est statique, on est enfermé, on enchaîne les visios les unes après les autres. On finit par avoir un peu l'impression d'être des robots et on n'a pas toujours cette prédisposition à se libérer, à être exagérément enthousiaste pour justement apporter dans ce monde un peu noir et blanc une touche de couleur qui est attendue, je pense. Hein. Et donc, c'est un peu la complexité que je vois liée à la crise sanitaire et à ses conséquences, notamment de confinement au sens fondamental du terme, c'est-à-dire d'emprisonnement, d'enfermement, d'asphyxie. La tendance générale étant, compte tenu de la criticité de la période, à broyer du noir. Hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, celui qui se hasarde à dire que les choses vont aller encore plus mal qu'elles ne vont est assuré de moins se tromper que celui qui dit que ben non, elles vont aller mieux, quoi. Et pour revenir au sujet qui est celui de l'innovation et de la technologie, que sais-je encore, on y reviendra, mais je crois que c'était dans ta question initiale, ouais. Voilà, il faut essayer, de mon point de vue, de communiquer sur le bon côté des choses. Et on reviendra sur des exemples ensuite qui illustreront probablement qu'on a plus tendance à communiquer sur le mauvais côté des choses, curieusement. On est emmené par cette vague noire. Voilà. Anthony, vous êtes emmené par cette vague noire ou vous essayez parfois de la calmer vis-à-vis de votre auditoire? Ouais, alors moi je suis plutôt en tempérament optimiste, donc j'essaie plutôt de la calmer. Pour ce qui est juste du contexte de crise sanitaire, pour nous en fait il a permis une grande, enfin voilà, il nous a permis de nous adapter. J'ai trouvé une grande capacité d'adaptation et on a fait des évolutions, on a eu des évolutions dans notre façon de travailler qu'on n'aurait jamais eu aussi vite s'il n'y avait pas eu la crise. Effectivement, capacité de réagir vite à l'actualité en allant plus vite vers nos interlocuteurs, c'est-à-dire que là où avant on s'obligeait à avoir l'interlocuteur en plateau, donc l'appeler ou appeler son assistante, caler un rendez-vous, le faire venir, c'est pas possible aujourd'hui, ça sera demain, après-demain. Là, on avait un code Zoom et on pouvait prendre la personne en direct quasiment dans la demi-heure dans le journal. Donc on a eu finalement un accès, ce que disait Philippe tout à l'heure, très
plus rapide aux sources. Et puis par ailleurs, sur le numérique, par exemple, comme on a dû avoir moins d'équipes sur le terrain pour limiter les contacts, etc., on a développé notre travail sur le numérique. Et là aussi, on a ici à France 3 Bretagne, fait des pas de géant en 3 mois, là où on aurait probablement mis 3 ans en d'autres temps. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect interne à France 3. Et alors, il n'y a pas eu du positif, hein, bien sûr, mais il y a eu quand même ce côté positif-là. Et puis après, pour le traitement de l'actualité, moi, on parlait de la petite vidéo que j'avais faite au début du confinement. Et l'une des premières choses que j'ai dites aux équipes, c'est on va nous parler du noir, ça va faire partie de l'actu, etc., forcément. Mais moi, je voulais aussi que dans nos journaux, on voit les initiatives, on voit ce que font les gens pour rester entre eux, pour cette façon de faire du commerce, par exemple, qui s'est mise en place. Enfin, j'ai trouvé que dans cette période-là, on avait eu de formidables ressources aussi pour essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels on était confrontés. Et j'ai trouvé qu'on l'a beaucoup montré dans nos journaux. On a beaucoup vu cette solidarité aussi, on l'a beaucoup vu aussi dans la presse écrite. Donc, je trouve qu'on a aussi montré un aspect de la société qui n'était pas que du négatif, qui était aussi du positif. C'est-à-dire qu'on a une société qui, on dit qu'elle est résiliente, mais je crois qu'elle n'est pas que résiliente, elle a aussi une grosse capacité d'adaptation. Et j'ai trouvé que pendant toute cette crise, elle s'était finalement adaptée. Après, bien sûr, il y a le décompte des morts quotidiens, le décompte des personnes qui sont rentrées en réa, etc., qui est ça, c'est le côté un peu obscur et c'est le côté un petit peu, voilà, le mauvais feuilleton qu'on attend chaque jour pour voir où on en est. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même aussi du positif dans tout ça et des belles choses qui étaient montrées, qui peut-être étaient plus montrées que ce qu'on peut montrer en temps normal. Avec Amarek, est-ce que l'entreprise finalement a pu aussi montrer d'autres, on va dire, un autre visage à travers aussi ce contexte sanitaire, à travers sa capacité d'innovation aussi, ses technologies? Ça a été aussi un moment à la fois aussi d'apporter une autre fraîcheur, une autre image, même si le contexte était difficile, une capacité, une agilité, comme on dit aujourd'hui, par exemple. Bah, écoutez, l'entreprise, elle a fait une innovation majeure. C'est qu'elle a dû mettre en télétravail la totalité de ses salariés. Et dans un contexte normal, personne n'y serait parvenu de cette façon-là. En 24 heures, on a absolument révolutionné la façon de travailler. On a équipé nos collaborateurs d'outils de travail à distance. Et l'entreprise, de force, hein, a dû innover pour continuer à avoir une activité à peu près normale. Donc, en ce sens, oui, l'entreprise, elle a évidemment évolué. J'ai quand même le sentiment que, hormis les évolutions sanitaires et les innovations sanitaires dont les entreprises ont fait preuve, et on en a eu quelques-unes, hein, d'ailleurs, ici sur Rennes, une entreprise, et Hugues, tu me donneras le nom de l'entreprise qui faisait des tests. IONG, Ouais, c'est ça, NG Biotech. G-Biotech. NG Biotech, il y a eu une vraie capacité à innover, à inventer un test sérologique pour permettre de détecter dans le sang si nous avions des anticorps. Mais globalement, les entreprises ont assez peu innové parce qu'on a d'abord, sur le premier confinement, tous été extrêmement surpris par la violence des mesures et nous nous sommes tous réfugiés chez nous. Et les entreprises se sont mis en mode survie. Et donc, continuité à minima de l'activité, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on a fait à minima fonctionner nos entreprises. Nous avons traité les commandes qui étaient en cours et je pense qu'il y a eu assez peu d'entreprises qui ont fait de l'innovation pendant ce moment-là. Et puis, au moment où le confinement s'est arrêté, nous avons repris une activité à peu près normale. Les équipes étaient en télétravail et je pense que ça n'a pas favorisé beaucoup d'échanges et beaucoup d'innovations technologiques dans les entreprises. Et à nouveau, même si le confinement est un peu plus allégé parce que une grande majorité des entreprises ont pu continuer à travailler, hein, sauf les entreprises qui étaient dites non essentielles et ces fameux commerces qui ont été fermés. Globalement, comment dirais-je, la période n'est pas à une grande innovation. Donc, au sein même des entreprises, je crois que cette année 2020 ne sera pas une très très grande année. Ce ne sera pas une année très riche en termes d'innovation. Non, je pense pas. Très bien. Alors, les nouvelles technologies sont excitantes, mais aussi elles peuvent faire peur. Dans un livre qui est intitulé Bad for You, les deux auteurs, qui s'appellent Pyle et Cunningham, montrent qu'au fil des siècles, l'homme a toujours eu une relation amour-haine avec les innovations.
Déjà en 1545, sans remonter trop loin dans le temps, un siècle après l'invention de l'imprimerie, un naturaliste et bibliographe suisse a estimé que trop de livres ont déjà été publiés, que cela cause de la confusion et est dangereux pour le cerveau déjà. En 1830, il y a un scientifique, Lardner, qui prédit que la locomotive à vapeur est une invention récente et qui va provoquer l'asphyxie des passagers lorsqu'un train empruntera un tunnel à une vitesse de plus de 30 km/h. Une fois que ça a été réalisé, on a dit oui, mais attention, dès qu'on va passer les 50-80, ça va être une situation cataclysmique. En 1900 encore, un bruit de cour dans les chaumières, le téléphone, c'est une nouvelle invention. Il gagne en popularité et peut entraîner la surdité, le courant électrique peut électrocuter, tuer ceux qui l'utilisent. On est maintenant prévenus. Alors, est-ce que l'innovation et la technologie, comment aborder ces sujets sans faire peur, en fait? Comment aborder ces thématiques aujourd'hui, sans rentrer aujourd'hui sur le débat, encore une fois, 5G pour ou contre? Comment aborder ces thématiques sans faire peur? Est-ce que vous avez cette question en tête, vous les journalistes, quand vous travaillez au niveau des reportages ou quand les entreprises que vous représentez, Hervé Camarec ou encore Hugues Mély, vous êtes amené à communiquer sur l'innovation? Est-ce que cette idée de la peur est quelque chose que vous avez quand même en tête? Le collège journaliste, Anthony. Bah, je ne sais pas si on raisonne de cette façon-là. Moi, ce que je sais, c'est que sur ces sujets qui sont clivants, et ça, on le sait, on a la chance d'avoir un certain nombre de fondamentaux dans nos métiers, un certain nombre de règles aussi de fonctionnement. Et je me dis toujours que quand on se pose des questions, l'idée de se raccrocher à ces règles et à ces fondamentaux, ça nous aide beaucoup. L'un des premiers fondamentaux, pour nous, c'est la ligne éditoriale, par exemple. Moi, je suis France 3 Régions. Ma ligne éditoriale, c'est la proximité, c'est d'être au plus près des gens. Donc voilà, mon intérêt à moi, ça va être d'avoir déjà une information qui vient de la proximité. Alors, ça peut être, par exemple, on va installer un pylône 5G dans ma commune, donc j'ai cette information. Après, l'autre règle fondamentale, c'est d'aller vérifier cette information. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on va installer un pylône 5G dans cette commune? Oui, non. Oui, OK. Alors, on va aller voir dans un premier temps les gens qui ont pris cette décision. Pourquoi installer? Qu'est-ce qui a fait qu'on a fait ce choix? OK, on a un premier élément de réponse. Après, on va aller voir éventuellement l'opérateur. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Comment ça marche? Donc, voilà, on a un autre élément de réponse. Après, on va aller voir les gens qui habitent dans le secteur. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont inquiets ou pas? Encore un élément de réponse. Et puis enfin, on va aussi avoir les opposants, généralement, parce qu'il n'est pas rare qu'il y ait une association qui soit créée, etc. Et donc là, on aura un point de vue global. En tout cas, on aura fait notre métier de média de proximité, on aura vérifié notre information, on aura une diversité de sources qui nous permettra d'apporter un point de vue, un reportage. On n'est pas ni juge ni militant. Donc après, c'est aussi aux téléspectateurs, sur la base de ce reportage et des règles qui ont été respectées de pluralité, de proximité, de respect des propos de chacun, de se faire une idée quelque part. Après, nous, on n'est ni juge, ni militant, ni scientifique expérimenté. Donc, on va être là, nous, surtout pour apporter un maximum d'informations. Et on n'est surtout pas là pour faire peur. On est là pour dire, voilà ce qui va se passer près de chez vous, voilà ce qu'en pensent les uns les autres. Voilà, on vous apporte ça. Vous savez que ça se passe près de chez vous. C'est comme ça. Voilà pourquoi cette décision a été prise. Voilà par qui elle a été prise. Voilà ce que va permettre cette technologie. Voilà ce qui inquiète les gens qui se sont penchés sur la question. Voilà ce qu'en pensent les habitants. Une fois qu'on a fait ça, on a joué, nous, notre rôle. Mais je ne raisonne pas en termes de peur, je raisonne plus en termes d'honnêteté intellectuelle et de respect de nos règles déontologiques et professionnelles. Alors, en fait, ce que j'évoquais, ce n'était pas le fait obligatoirement que vous aviez obligatoirement comme idée ou comme envie de faire peur. C'était, est-ce que cette idée-là, cette réflexion-là, faisait partie, bien entendu, de la réflexion générale, de façon à ce que, justement, comme vous l'évoquiez, oui, il faut peut-être avoir les différentes parties pour pouvoir poser le sujet et avoir toutes les cartes en main, quoi, en quelque sorte. Parce qu'il y a anglais à un moment donné. On dit que le journaliste angle quand même à un moment donné. Complètement. Alors, c'est pour ça que je parlais de ligne éditoriale. Nous, médias régionaux, moi, je n'aurais pas la capacité de faire plus que ça. Et l'idée, encore une fois, c'est d'apporter les éléments avec sérénité,
des éléments d'information de proximité avec ce qu'on pense les uns les autres, mais je ne suis pas scientifique, je ne vais pas dire si c'est bien, si c'est mal. Éventuellement, je vais organiser une émission de débat hors JT pour aller plus loin sur un plateau. Et puis, éventuellement, je vais rencontrer des personnes intéressantes sur le terrain, dont je vais garder les contacts. Je vais les transférer à une rédaction nationale qui, elle, a une cellule d'enquête, par exemple, et qui va pouvoir, à partir de ces témoignages, aller plus loin et peut-être éventuellement dire si c'est bien, c'est mal, qui mène qui. Moi, je n'ai pas cette capacité à mon niveau. À mon niveau, ma ligne éditoriale, c'est faire de la proximité, expliquer aux gens ce qui se passe près de chez eux, ce que les gens en pensent, comment, voilà, pourquoi ça a été fait. Et avec de la sérénité, avec du recul, sans essayer de ne pas rentrer dans la passion, parce que c'est souvent ce qui crée les peurs aussi, c'est les passions des uns, des autres. Et puis, on a effectivement face à nous deux formes de communication, pour revenir un petit peu au débat. On va avoir éventuellement, en ce qui concerne par exemple la 5G, un gros groupe industriel, et puis on va avoir, qui va avoir sa machine communicante, voilà, elle nous dira ce qu'elle veut nous dire, pas plus, et on n'en aura pas plus. Et puis en face, on va avoir éventuellement une communication associative, militante, très engagée, qui elle aussi peut-être aura une forme de communication qui n'est pas tout à fait la réalité. Donc à nous après d'apprendre à gérer tout ça et puis de faire avec. Mais voilà, encore une fois, nous, notre idée, c'est de prendre du recul, d'être serein, de respecter les règles de notre métier pour pouvoir apporter une information sereine aux gens qui nous regardent. Philippe, j'imagine que vous êtes sur la même logique. Vous avez un cadre éditorial, la sérénité, l'exposé de l'ensemble des propos des différentes parties. C'est bis repetita, en fait. Ah non, pas du tout, c'est complètement foutraque chez nous. Non, j'adhère évidemment à 200% à ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être des petits éléments. Donc oui, l'important, c'est pas, on n'a pas cette notion de peur. En fait, on se pose pas cette question-là quand on part sur un reportage. Ou est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est de se dire d'abord de faire l'importance du contradictoire et donc de faire intervenir toutes les voix qui évoquent ce sujet-là, mais avec quand même la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a Hugues Méli en parlait un petit peu, mais il parlait d'infobésité, mais il y a aussi l'instantanéité de l'information, une sorte de course à l'audience. Aujourd'hui, nos médias sont devenus très numériques et maintenant on dit web first ou numérique first. Donc il faut d'abord être présent sur nos outils numériques et puis nous, vieille presse print, on pense après, parce qu'il faut faire un journal aussi et qu'on a des abonnés qu'ils auront le lendemain matin dans les mains, comme depuis des décennies, leur journal. Mais il y a cette course à l'audience. Donc, et ça, c'est un vrai problème parce qu'il faut qu'on arrive, on parlait de prise de recul, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre ces deux aspects. Après, quand je parle de crédibilité et de contradictoire, il y a un élément sur les sujets là qu'on évoque très précisément qui était important à mon sens et qui le reste, c'est la vision du scientifique. Essayer de comprendre une technologie sans avoir l'aspect scientifique, c'est pas possible. On ferait pas notre travail de pédagogie auprès du grand public. Le problème, c'est que la voie du scientifique, avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre et qu'on est en train de vivre, elle s'est sacrément dégradée. Et ça, je dirais que je mets ça sur le compte d'une partie de la télévision. Je ne parlerai pas de France 3, évidemment Bretagne, mais de l'info en continu, des chaînes d'info en continu, hein, BFM, CNews, entre autres. Et puis des réseaux sociaux où en fait on a un médecin qui dit en fait tout ce qui se disait dans le secret des comités scientifiques dans le passé s'étale maintenant quotidiennement sur ces chaînes d'infos, parfois peut-être chez nous aussi. Je ne dis pas qu'on est blanc comme neige hein, sur le sujet, mais et ça c'est un vrai problème en fait. C'est un vrai problème. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la partie contexte sanitaire qui amène justement parfois à brouiller les pistes ou en tout cas à ne pas avoir une
une facilité de compréhension des choses parce qu'on est noyé par d'autres formes de problématiques, notamment ce que tu évoquais à travers les contenus des scientifiques qui s'opposent les uns aux autres. D'ailleurs, le débat contradictoire dans la science a toujours existé et il existera toujours, je crois, et c'est une bonne chose que les scientifiques ne soient pas d'accord entre eux. Mais c'est même le fondement de leur métier. Mais sauf que ça se faisait entre eux et maintenant c'est un nous qui média interposé. en partie. Ouais. Hugues, quel est un petit peu ton regard là-dessus en tant que dirigeant d'entreprise et qui doit communiquer sur justement sur ces sujets? Le thème de la peur, bon, par rapport à je ne parle pas obligatoirement de l'entreprise dans laquelle tu es, c'est-à-dire Niji, mais plutôt peut-être au niveau de l'ensemble des actions de communication que mène par exemple Bretagne Développement et Innovation. Est-ce que la thématique de la peur est un sujet qui peut arriver d'être traité, ou en tout cas de faire attention de ne pas créer des inquiétudes en tout cas? Je suis tellement sage. D'abord, c'est très intéressant de vous écouter. Juste une remarque par rapport à nos deux collègues. Vous n'avez pas les mêmes outils. Vous avez l'image, vous avez le son, vous avez le texte. C'est pas du tout pareil, me semble-t-il. C'est-à-dire que les émotions qu'on peut transmettre, parce que c'est bien de ça qu'il est question, les émotions qu'on peut transmettre ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on ne dispose que du texte ou on a la puissance de l'image ou finalement un peu entre deux le son. Voilà, c'est juste une remarque. Ensuite, les émotions. Moi, je pense qu'en fait, il faut transmettre des émotions autour de la technologie, autour de l'innovation. Je pense qu'en fait, il faut raconter des histoires. Hein, c'est le storytelling. Hein, c'est vraiment réussir à raconter des histoires, réussir à embarquer l'auditoire dans un petit voyage. Hein, les Anglais parlent de customer journey, le voyage du client, plus basiquement dans la langue de Molière, l'expérience client ou l'expérience utilisateur, mais ça c'est un peu fade. Moi je pense qu'il faut transmettre des émotions, je pense qu'il faut raconter des histoires, il faut vulgariser, voilà un autre terme, vulgariser. Comment je vulgarise la technologie, comment je vulgarise le cas échéant le point de vue scientifique qui va probablement s'exprimer dans des termes qui appartiendront finalement au monde scientifique et qui ne seront pas forcément faciles à comprendre de la part du grand public. Donc je pense que ce côté, je raconte des histoires, je génère des émotions, j'essaye de faire que mon auditoire se retrouve un peu dans sa vie personnelle. C'est quelque chose d'intéressant. Et ensuite, il y a aussi un peu le pas de côté, hein, ce que j'appelle le pas de côté. Alors, je vais reprendre cet exemple facile qui est celui de la 5G, dont on parle beaucoup, pour ne pas dire exclusivement sous l'angle de son impact grand public, c'est-à-dire finalement une forme de transposition de l'usage qu'on a de la 4G aujourd'hui vers une 5G qui apporterait quoi finalement de différent? D'ailleurs, au passage, de quoi on parle? Du débit, ouais, très bien. Est-ce que tout le monde y est sensible? Ça va se traduire comment finalement concrètement dans les jeux, voilà. Des antennes, plus de densité de maillage, que sais-je encore. Oui, mais et si on parlait de l'industrie? Parce que finalement, dans l'histoire des radiocommunications mobiles, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, les radiocommunications mobiles, hein, je vous rappelle quand même que le nom de baptême du premier réseau de téléphonie mobile français, c'était Radiocom 2000. Hein, c'était la 1G, telle qu'elle avait été inventée par les équipes de Didier Lombard au CNET à Lannion. Hein. Radiocommunications mobiles. Les radiocommunications mobiles, leur histoire, c'est le téléphone dans ma poche à moi, individu. Mais pour la première fois, pour un certain nombre de raisons et auxquelles on peut essayer de donner justement une petite touche scientifique, on va transposer l'usage dans l'univers de l'industrie, dans le monde professionnel. Et c'est vrai, c'est pas du flan. Il y a beaucoup d'entreprises industrielles, y compris ici dans le Grand Ouest, qui investissent dans des usines nouvelles simplement parce que les machines vont pouvoir être connectées. Et
que ça va permettre tout un tas de choses. On peut y revenir si ça vous intéresse, mais je ne pense pas que ce soit l'objet de cet échange. Donc, ce petit pas de côté qui consisterait finalement à déplacer un peu le débat du mass market vers l'entreprise, vers l'industrie. Et l'industrie, elle concerne beaucoup de monde, parce que 100% de votre auditoire a dans sa famille quelqu'un qui travaille dans une usine. Col bleu, col blanc, mais on a tous autour de soi des gens qui travaillent à l'usine et qui vont travailler différemment demain, parce que justement, l'usine sera devenue numérique 4.0, les machines seront connectées, que sais-je encore. Alors, encore faut-il parvenir à raconter l'histoire. Parce que si on dit juste ça, effectivement, je suis d'accord avec vous, vous ne dites pas, mais je vous entends le penser à voix haute, ça va moins parler au commun des mortels. Donc, il faut faire que cette histoire d'industrie connectée parle au commun des mortels. Hein. Voilà, donc raconter des histoires, à mon avis, on en est toujours là, c'est le storytelling. Et je sais que ce n'est pas simple parce que vous avez des contraintes, les journalistes ont des contraintes de temps, d'espace texte, enfin de nombre de signés, que sais-je encore. Mais moi, je pense que les gens aiment les histoires. Et si les histoires sont porteuses de progrès, la notion de progrès aussi, je pense qu'on oublie souvent la notion de progrès. Elle a quelque chose d'incrémental. C'est qu'est-ce qu'on va faire de mieux, pas de plus, de mieux, le progrès, l'innovation, le progrès. C'est un mot qui revient assez peu finalement. Il est pourtant extrêmement fondamental, me semble-t-il, dans la langue française. Et finalement, là, si je fais le bilan de tout ce que j'ai vu, entendu ou lu dans ma journée aujourd'hui, de la part de vous tous et de plein d'autres, je ne pense pas avoir lu une seule fois ou entendu une seule fois ou vu une seule fois le mot progrès. Et il est devenu très rare au point que quand on l'utilise, on a l'impression de faire du bien. Eh bien, utilisons-le plus souvent et racontons des histoires autour du progrès pour chacun d'entre nous. Stéphane, juste avant que tu te prennes la parole, juste donner également la parole à Hervé Camargue juste par rapport à ce sujet. Est-ce que vous pouvez avoir votre regard, ou en tout cas, peut-on avoir votre regard sur cette question liée à cette problématique de la question de la peur, notamment en cette période, et peut-être que Stéphane, tu pourras reboucler par rapport à la question que tu souhaites poser en lien avec le contexte Covid. Écoutez, la peur, on l'a vécu évidemment en qualité de citoyen, en qualité d'entrepreneur et donc de responsable d'entreprise avec des salariés qui eux-mêmes étaient inquiets. Enfin, cette peur, on en a parlé d'abord parce qu'elle touchait son environnement familial propre, et puis c'est pas une peur technologique, hein, c'était une peur pour la santé des uns et des autres, et je crois que c'est la peur la plus fondamentale qui existe finalement, la peur de mourir. Enfin, c'est celle qui semble être la plus compliquée. Et du coup, cette peur de mourir a fait naître tout un tas de théories. Et l'information de masse telle qu'elle existe aujourd'hui a permis à ceux qui n'avaient pas la capacité à faire vivre leur avis de s'exprimer, et parfois avec force. Je reviens sur le sujet de l'hydroxychloroquine, hein, dont moi, pur béotien, n'ai toujours pas compris finalement si c'est un bien ou si c'est un mal. Parce que dans la même interview, vous pouviez avoir le conseil scientifique qui disait c'est pas bien. Et puis, à la radio, une contradiction de 2, 3, 4 médecins, un taxi qui était parfaitement renseigné et éventuellement un jeune adolescent qui avait lui-même son avis sur l'opinion, qui avait parfaitement bien travaillé le sujet et qui, en construction, était capable de vous prouver que le conseil scientifique avait tort. Et donc, vous vous retrouvez d'un côté avec une organisation très réfléchi, à qui vous pouvez faire parfaitement confiance. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui ont construit un argumentaire qui est parfaitement sensé, et vous vous dites, mais finalement, où est la vérité? Et nous avons dû gérer cette peur-là pour nos salariés. Quel était le risque qu'ils prenaient de venir au travail? Est-ce que le fait d'être ensemble était un risque pour leur vie? Est-ce que le fait de ne pas avoir de masque, puisqu'au départ, nous n'avions pas d'équipement de protection individuelle, était un risque? Et donc, on a dû gérer ce problème-là. Donc, oui, durant cette période-là, cette crise, elle nous a appris à gérer les peurs et à essayer de trouver des réponses les plus sensées possibles, avec toujours cette inquiétude profonde que nous soyons contredits par quelqu'un. Il y a un homme politique de la région, hein, qui dit qu'aujourd'hui, malheureusement,
quelqu'un qui a bien travaillé son argumentaire est parfaitement capable de convaincre n'importe qui, et que si vous n'avez pas vous-même son niveau d'information ou son niveau de culture, et c'est tout le défi de vous, journalistes, hein, eh bien, pour trouver des contre-arguments, c'est extrêmement complexe. Et c'est certainement le défi auquel vous devez faire face, vous, les journalistes, aujourd'hui, hein, c'est de faire la part entre ce qui vous semble le plus réel et ce qui vous semble le plus irréel. Et j'entends bien que c'est parfois un peu compliqué. Sur le sujet de la 5G, c'est un peu différent parce que nous avons défendu, en tout cas, et là je parle en qualité du président du Mandat de Bretagne, non pas le danger que la 5G pouvait représenter, mais le progrès, et Hugues l'a dit, que l'on pourrait ne pas avoir. Et puis, on a aussi défendu l'idée que Rennes a toujours été extrêmement précurseur sur ces sujets du numérique, des nouvelles technologies, de la télécommunication, il fut un temps, et que nous considérions, nous, qu'au-delà du risque sanitaire, et ce n'est pas à nous de juger si c'est un risque ou pas, parce que nous ne sommes pas spécialistes, il y avait des avancées technologiques dont nous pouvions bénéficier, et au-delà de l'avancée technologique, un leadership économique que la ville de Rennes, que la métropole de Rennes, que la Bretagne pouvait défendre. Et c'est plutôt ce sujet-là que nous avons combattu, non pas l'idée même de l'intérêt de la 5G, elle se défend, on a de la fibre aujourd'hui, mais de dire il ne faut pas que l'agglomération rennaise et la Bretagne dans son ensemble, qui a toujours été en pointe sur ces sujets-là, qui a eu dans nos entreprises, nous avons des projets stratégiques, nous avons des axes de développement. Et l'agglomération, la Bretagne doit avoir aussi cet axe de développement. Et le numérique en faisait partie. Voilà, renoncer à la 5G, c'est renoncer à une stratégie d'une région entière. Et en ça, c'était vraiment extrêmement grave. Et donc, ça générait des peurs pour les salariés. Je rappelle que la région Bretagne, c'est la deuxième région numérique en France, hein, en termes de salariés. C'est 50 000 salariés. Ce sont des milliers d'entreprises. Et donc, le sujet de la 5G a créé de vraies peurs chez les dirigeants, mais également chez les salariés. Donc, bon, c'est une problématique à gérer, c'est clair. D'accord. Encore une fois, on va essayer de ne pas rentrer dans le débat sur la 5G, puisque ce n'est pas obligatoirement comment dire, le thème de cet échange. La 5G en fait partie, mais on va essayer d'élargir au maximum par rapport à la problématique de l'innovation traitée dans le journal, que ce soit à la télé ou dans la presse écrite. Stéphane, tu souhaitais peut-être apporter ton regard ou poser des questions, notamment en lien avec justement le contexte Covid. Oui, merci Olivier. Oui, je m'interrogeais, je voulais rebondir sur ce qu'ont dit mes confrères Philippe Créange et Anthony Masto par rapport à l'immédiateté de la formation et la course à l'audience. Moi, j'ai l'impression, en tant que journaliste spécialisé en santé, j'ai l'impression quand même que la crise de la Covid nous a fait balbutier un petit peu d'abord dans nos fondamentaux journalistiques avant de nous faire revenir peut-être un peu plus de raison, à défaut de réseau. J'ai l'impression que ce que j'appelais moi les tenants dans le chat, les tenants de l'information médicale, c'est-à-dire Michel et Gérard, enfin Michel Simès et Gérard Kerziek pour ne pas les citer, qui ont tenu le devant du pavé dès qu'il y avait une question de santé, ont dû un peu en rabattre à un moment donné et finalement sortir du paysage médiatique pour avoir dit un certain nombre de conneries, clairement. Et finalement, un des rares à avoir su parler clairement de cette crise de la Covid, c'est Damien Mascret, qui, je crois, intervenait régulièrement sur France Télévisions, me semble-t-il. Hein. Damien, qui est sexologue à l'origine, avait surtout su faire preuve d'une grande pédagogie pour expliquer une crise que personne ne comprenait. Et je crois tout à l'heure que c'était Hervé Carmarek qui disait « Moi, j'ai toujours pas compris si l'hydroxychloroquine est bonne ou pas bonne à prendre. » Il a su l'expliquer par rapport à d'autres. Et finalement à dépassionner le débat. Et je rebondis encore sur ce qu'a dit Philippe Créange. Je crois malheureusement, en tout cas c'est un avis, non pas en tant que président du Club de la presse de Bretagne, mais en tant que journaliste santé, je crois que les chaînes d'infos continues ont fait un mal de chien à notre profession et continuent à en faire aujourd'hui, en privilégiant des plateaux où les experts ou pseudo-experts viennent débattre régulièrement, sans apporter quoi que ce soit comme information cohérente, si ce n'est de l'eau au moulin de la désinformation. Parce que chacun y va de son avis et qui n'est forcément pas en phase avec l'avis du voisin. Et finalement, on ne sort pas grand-chose d'intéressant de ces débats qui ont pour seul intérêt de ne pas coûter trop cher à la chaîne, finalement, parce que réunir des experts en plateau, c'est beaucoup moins onéreux que de faire des reportages dignes de ce nom. Ceci étant dit, parce que je ne suis pas là pour casser tout le monde non plus, je pense que ce débat-là,
on peut le transposer facilement à la problématique de la 5G. J'ai bien compris, Olivier, que ce n'était pas la thématique centrale de la soirée. Mais si on prend le cas de la 5G, on a des travaux intéressants, comme ceux de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et alimentaire, ou dans le sens alimentaire-environnement, comme ceux de l'OPEX. L'OPEX, c'est l'Office parlementaire des études des choix scientifiques, qui à chaque fois prennent le temps, et je crois que c'est là où je reboucle sur ce que disait Philippe Créange, prennent le temps d'analyser, de réfléchir, de peser le pour, les contre, et de finalement de colliger des avis pour en faire une synthèse somme toute abordable et suffisamment vulgarisée pour que chacun la comprenne. Et je pense que cette crise de la Covid, elle nous a peut-être permis, en tout cas c'est mon côté optimiste qui va ressortir, peut-être permis de revenir à nos fondamentaux journalistiques qui ne sont peut-être pas la course à l'immédiateté, mais la course à la qualité en fait, de l'information que l'on peut diffuser. C'est donc à la fois un constat et une question que je pose. Qui peut apporter peut-être Anthony? Oui, si je peux me permettre, moi effectivement je partage aussi un peu cet avis. Je pense que quelque part cette crise, elle nous remet un peu à notre place. Elle nous oblige à être un peu plus humbles, nous journalistes. C'est vrai que en temps normal, on est journaliste, on a accès aux sachants, entre guillemets, qui savent. Donc, on va les voir, ils nous apportent une réponse qu'on peut redonner au grand public et on se sent un petit peu hors de la société. Là, on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on était en aveugle. Et je crois qu'à tous les niveaux de la société, cette crise, elle a surpris tout le monde et tout le monde était aveugle, nous compris. Et pour une fois, et tant mieux, on n'était pas un petit peu, vous savez, le regard au-dessus de la mêlée qui peut un petit peu aller voir les uns, aller voir les autres, dire, donner des leçons, etc. Pas du tout. On était au milieu de tout ça et on a dit, et je pense que ça nous oblige à nous remettre en cause et ça remet en cause effectivement cette immédiateté de l'info parce qu'on a dit beaucoup de conneries et nous, les journalistes, et effectivement, l'information, les chaînes d'info continue, etc., en disent énormément dans ces cas-là parce qu'on dit une chose à 10h15 et puis à 10h17, on est capable de dire exactement le contraire. Donc voilà, ça nous remet vraiment en cause et moi aussi, c'est mon côté un petit peu, on va dire, optimiste. J'espère que ça nous rend un petit peu plus humbles tous autant qu'on est parce que effectivement, on ne sait pas plus que les autres, on fait partie de la société. Il n'y a pas de raison voilà, on ne sait pas mieux, donc on doit effectivement se forcer à prendre du recul et essayer de garder encore une fois cette sérénité qui est si importante dans notre métier et qu'on a tendance à perdre assez régulièrement. Prendre du recul, prendre le temps, observer et puis rapporter ce qu'on observe, mais avec cette forme de recul qu'aujourd'hui, effectivement, autant des réseaux sociaux, autant des chaînes d'information continue, etc., on oublie parfois, et nous aussi, sur notre site internet, parfois on dit mince, l'info est sortie là, il faut absolument qu'on la donne, le Télégramme va la donner avant nous, Ouest France va la donner avant nous. Voilà, et en fait, cette course-là, souvent, elle nous empêche de prendre du recul. Et puis, voilà, j'ose espérer que ça va aussi nous permettre de nous remettre un petit peu aussi nous en question, parce qu'il n'y a pas de raison, on doit se remettre aussi en cause. Un exemple tout bête, on a eu un grand débat à un moment donné sur le port du masque. Et comment nous, journalistes, on va être obligés de mettre le masque, y compris à l'antenne? Eh bien oui, quand on est dans une zone où le masque est obligatoire, en centre-ville par exemple de Rennes, eh bien oui, on met le masque comme tout le monde. Et au départ, ça a été très compliqué pour certains journalistes qui faisaient des directs d'admettre qu'eux aussi allaient devoir mettre leur masque, parce que quand même, ça altère leur image. Or, pourquoi on ne le mettrait pas? On n'est pas au-dessus de la mêlée, on fait partie de cette société. Un journaliste, c'est quelqu'un qui appartient à la société et il vit au rythme de cette société, il en prend le pouls aussi. Et pour bien faire son travail, il faut qu'il accepte qu'il fait partie de cette société et qu'il doit aussi prendre du recul pour observer ce qui s'y passe, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Oui, Hugues. Oui, quelques idées complémentaires là, que je mettrais bien sur la table. Il y a un rôle d'instruction aussi finalement, c'est-à-dire que le journaliste est aussi un instructeur. Enfin, on peut s'instruire à le regarder, à l'écouter, à le lire. Et donc, je pense que de temps en temps, d'avoir une ligne éditoriale, pour reprendre l'expression d'Anthony, qui soit de vocation à instruire, donc qui fasse peut-être parfois un peu plus référence à l'histoire. C'était intéressant d'ailleurs ta petite entrée en matière tout à l'heure, Olivier, avec 1515. Non, c'était pas 1515, mais 1545. On n'en était pas si loin que ça. Moi, je pense que moi, je prends plaisir de temps en temps
à lire des articles ou à regarder des reportages, à écouter des émissions qui ont cette vocation de m'instruire, parce qu'on apprend à tout âge et on se rend compte d'ailleurs souvent qu'à nos grands âges, on apprend quotidiennement 10 fois plus qu'on a pu apprendre plus jeune quand on était beaucoup plus pressé et qu'on n'écoutait rien. C'est aussi le plaisir de la vie finalement d'apprendre. Donc le côté instruction du journalisme, je ne sais pas si c'est le bon terme, instruction, mais tout le monde m'a compris. Voilà, c'est une idée que je mets sur la table comme ça. Et ça se prête d'ailleurs pas trop mal au domaine de l'innovation, du progrès, de la technologie, qui était le sujet de ce soir. Et après, une deuxième idée, moi j'adore la langue française. Et de temps en temps, j'aime beaucoup, alors ça se prête peut-être un peu mieux à la presse écrite, mais j'aime lire des articles ciselés. J'aime bien quand le journaliste prend le temps de ciseler son rédactionnel. Alors, je vais faire de pub pour personne et derrière tout ça, il n'y a aucune forme d'engagement, quel qu'il soit, mais de temps en temps, lire un édito, alors je ne sais pas si ça s'appelle un édito, pardonnez-moi, je n'ai pas toute la terminologie, mais par exemple un Hubert Coudurier qui écrit quelque chose sur un sujet, c'est souvent assez croustillant à lire, c'est-à-dire qu'au-delà de l'information que ça véhicule, c'est un exercice rédactionnel qui est plaisant et qui apporte aussi finalement son émotion, c'est-à-dire son moment de plaisir, de dire tiens, ça c'est quand même superbement bien écrit, et accessoirement, ça c'est pas toujours, mais il a vu juste. Philippe, comment vous êtes organisé? Parce que ce qu'évoquait tout à l'heure Hugues, il parlait de l'instruction, de la pédagogie. Comment êtes-vous organisé au sein d'une rédaction comme la vôtre? On peut poser également la question à Anthony. Comment êtes-vous organisé pour justement apporter un certain nombre de réponses à des problématiques scientifiques, d'innovation, de technologie? Vous avez des experts, vous avez des consultants que vous connaissez qui peuvent vous apporter un certain nombre d'éléments pour accréditer tel ou tel fait. Sur quoi vous appuyez en fait? Parce que vous n'avez pas obligatoirement une équipe de scientifiques qui connaît tout au sein de vos rédactions. Non, et absolument pas. D'ailleurs, ce qui nous différencie, j'entendais Stéphane tout à l'heure, de la presse scientifique et santé, où on a des journalistes scientifiques qui est un métier à part. D'abord, on est donc des journalistes généralistes quand on travaille au Télégramme ou au Mensuel de Rennes. Donc, dans une journée, on peut passer d'un sujet à l'autre qui est totalement opposé. Il faut qu'on s'adapte à ça. Je crois qu'il faut rappeler déjà que notre métier, je crois, est un métier très solitaire. Malgré tout, on travaille en équipe, on a une rédaction, on a des moments comme les conférences de rédaction où on se retrouve. Mais fondamentalement, c'est un travail solitaire et de réseautage énormément. Donc, quand on est un journaliste généraliste, eh bien, il faut qu'on se constitue un carnet d'adresses. Et évidemment, plus on vieillit, plus il s'étoffe. Il faut bien qu'il y ait quelques avantages à l'expérience. Et donc, on peut aller piocher dans ce carnet d'adresses en fonction de tel ou tel sujet. Je vais revenir là sur la notion de prise de recul là, qui a été évoquée. Je voudrais quand même juste, petite parenthèse, rappeler que au Télégramme, au Mensuel de Rennes, il y a une donnée que vous n'avez pas abordée, mais on est d'abord une entreprise. Avec un modèle économique. On n'est pas un service public, contrairement à France 3 par exemple. Donc nous, notre difficulté en plus, c'est que tous les mois et tous les ans, l'information rapporte aussi des revenus à notre actionnaire, parce que si ce n'est pas le cas, ce sont nos salaires nos postes qu'on va perdre à la fin de l'année. Et on le voit, tous les plans sociaux qui se sont multipliés dans les médias et la presse ces dernières années et qui semblent s'accélérer. Il
faut juste rappeler ça. Donc, c'est quand même une donnée importante, hein. Donc, la prise de recul, bah oui, on essaye, mais c'est quand même pas simple. Ça veut dire que Ça, je ferme la... ça veut dire que ça peut influer sur la façon Non, dont le contenu de l'article ou du sujet peut être abordé, ça parce que n'influe pas, mais souvent, quand aujourd'hui on a un transfert, certes pas assez rapide et pas assez massif, des revenus du print vers le numérique, c'est quand même ce qui se passe depuis 15 ans. Euh, Ça veut dire que bah, le numérique prend une place importante dans le modèle économique de l'entreprise, en tant que le média, en tant qu'entreprise. Donc, sous prétexte il faut une prise de recul, ben, on devrait ne pas écrire sur le numérique ou sur le web. Si, on est obligé parce que ça fait aussi partie du modèle. Donc, je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer sur ce sujet, mais si vous m'avez compris, mais enfin, c'est quand même ça l'histoire aussi, quoi. Et Hugues parlait de raconter des histoires. Bah nous, voilà, notre histoire, elle est quand même complexe depuis des années. Pour juste finir sur l'histoire de comment on est organisé, et malgré tout, il y a des choses positives, heureusement. Moi, je travaille par exemple dans un journal qui est le Télégramme, qui s'offre, qui en tout cas mobilise des moyens pour organiser une équipe de reporters. Tous les journaux de presse quotidienne régionale ne le font pas. Aujourd'hui, dans cette rédaction, on a 6, 7 journalistes qui sont des reporters. Reporters, ça veut dire que on ne va pas leur demander un volume d'informations, de suivre une actualité chaude et donc un volume quotidien d'informations. Ils vont peut-être produire un peu moins que les autres, mais ça leur permettra de prendre ce recul. Donc ça, c'est voilà, un vrai avantage de bosser dans un journal comme le Télégramme, clairement. Anthony, quand on avait préparé l'émission, enfin en tout cas la visio, tu avais abordé la notion, et tu en as parlé aussi en ouverture, de la notion de format plutôt court pour bien sûr l'info du soir, et puis peut-être des formats plus longs qui permettent le débat, la discussion, l'échange, quelque chose de beaucoup plus fouillé dans le contenu. Mais là encore, est-ce que fouiller des contenus avec des gens qui ont surtout des avis, voire que des avis, est-ce que c'est suffisant? Et est-ce que là, vous vous appuyez également sur une base d'experts, de consultants? Qui sont ces experts, ces consultants? Est-ce que ce sont des personnes comme ceux qu'évoquait, par exemple, Stéphane, des personnes de l'ANSES, qui sont quand même des personnes qui sont en lien avec quand même les politiques du gouvernement. Ce n'est pas totalement anodin. D'ailleurs, quand ils font des études sur le bien-être animal, l'ANSES va amener des réflexions sur telle évolution ou telle innovation en termes de pensée sur l'animal, alors que, par exemple, l'INRA va avoir une autre approche sur ces sujets-là. Quelles sont, vos sources pour pouvoir, justement, parfois trancher ou avoir tel ou tel point de vue sur tel sujet? Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que la télévision, l'audiovisuel, c'est compliqué. On aime bien le noir, le blanc. Or, la vie, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Et donc, moi, j'aime bien la nuance. Donc, déjà, il faut faire en sorte de ne pas être dans des sujets où il y a le pour, le contre, effectivement. Même si on va avoir ces points de vue-là qui vont forcément s'opposer. Et effectivement, la télévision aime bien l'avis tranché, la petite phrase, la punchline qui va bien, etc. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'après, on aille s'appuyer sur un certain nombre effectivement d'experts, de gens avec qui on travaille, des universitaires, des scientifiques, etc. Alors après, bien sûr, on est tous liés, et on parlait du modèle économique du Télégramme, on a tous, même dans notre indépendance, c'est-à-dire notre indépendance de journaliste, pour Philippe Créange, des impératifs qui sont liés à l'entreprise dans laquelle il travaille. C'est pareil pour les scientifiques, c'est pareil pour tout le monde. Donc, c'est à nous de faire un peu la part des choses, de savoir à qui on s'adresse. Après, les gens qu'on va voir, c'est des gens qui ont fait des travaux sûrs, qui ont des diplômes, qui sont normalement experts dans leur domaine. Donc, on s'assure de ça. Et après, effectivement, on leur donne la parole en tant qu'experts dans ce domaine-là. Voilà. Et puis,
une fois qu'on a fait ça dans un journal, on va avoir fait peut-être une entrée, on va dire un reportage sur, je reviens à mes idées de pylône avec effectivement l'association qui est contre, l'entreprise qui explique en quoi c'est important, et puis le politique qui va expliquer pourquoi ce choix-là a été fait. Et puis éventuellement, en plateau, derrière, on va avoir cet expert qui va aller un petit peu plus loin et qui va dire peut-être que les risques, c'est ça, peut-être que effectivement ça apporte ça va nous apporter tel service, etc., etc. Donc lui, il va nous donner un petit peu de recul. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire dans le cadre d'un JT. Puis après, on a d'autres espaces. Par exemple, on a une émission qui s'appelle L'heure du débat, qui est un format d'1 heure, où là, on va pouvoir réunir plusieurs personnes autour de la table, avoir des reportages éventuellement un petit peu plus longs, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur un format d'1 minute 30 ou 2 minutes, on va être sur un format de 6 minutes, où là, on va un petit peu plus fouiller le sujet. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, à notre niveau, à nous, régional, encore une fois, même si on fait régulièrement venir des experts de Paris, même si on peut faire des duplex avec d'autres régions de France, et on le fait quand c'est nécessaire. Après, nous, on peut guère aller au-delà, parce que, comme le disait Philippe, ici, moi, je n'ai pas une rédaction de journalistes spécialisés dans tel ou tel domaine. J'ai une rédaction de journalistes généralistes. Donc, encore une fois, chacun, pour faire son travail, se base sur ses règles professionnelles, mais il faut accepter qu'on a nos limites, il faut avoir cette humilité-là. En revanche, on a la chance de s'appuyer sur un gros groupe audiovisuel qui travaille sur des formats d'enquête, sur des choses comme ça. Et donc, quand on a des choses intéressantes, je pense à la Dépakine, à ces dossiers-là, enfin voilà, où on a des témoignages qui sont forts, des gens qui se battent pour faire reconnaître un certain nombre de choses, on peut les transmettre à ces cellules d'enquête qui, elles, ont du temps, qui parfois passent plusieurs mois. Alors, c'est d'ailleurs souvent des sociétés de production extérieures qui travaillent sur ces sujets-là, qui ont plus de temps, qui passent du temps et qui peuvent aller au-delà et enquêter vraiment. Et donc là, on passe la main à un niveau encore supérieur. Voilà. Grosso modo, comment on est organisé. Encore une fois, je reviens toujours à la ligne éditoriale. Moi, je suis média régional France 3 Bretagne. Je dois parler de l'information de proximité. Je dois laisser la parole aux uns et aux autres, expliquer quels sont les enjeux, pourquoi, comment. Après, je ne suis pas un journaliste, je n'ai pas de journaliste scientifique dans la rédaction, je n'ai pas d'enquêteur spécialisé. Donc, il y a un moment où, une fois que j'ai atteint mes limites, je passe la main. Et c'est encore une fois tout l'avantage de travailler dans un groupe comme ça, où il y a plusieurs étages à la fusée, entre guillemets. Est-ce que vous qui participez à cet échange, vous avez des questions à poser à nos différents intervenants sur les thèmes qu'on a déjà abordés ensemble et que vous souhaitez développer? Oui, Stéphane? Oui, je rebondis sur ce que disaient Anthony Masto et Philippe Créange. Sur la difficulté finalement à concilier, moi je le rappelle, je ne suis pas journaliste scientifique à la base, moi je suis un journaliste généraliste, j'ai fait 8 ans à Ouest France, d'ailleurs dans le Finistère où je m'amusais beaucoup avec mes confrères du Télégramme parce qu'on se tirait la bourre, c'était assez rigolo, mais c'était dans une vie passée, depuis effectivement je suis spécialisé en santé, mais je ne suis pas journaliste scientifique pour autant. La question que je me posais, c'est comment est-ce que vous faites, vous, représentants de médias locaux, France 3 Bretagne ou le Télégramme, pour justement sortir des informations qui sont en rapport avec l'actualité scientifique. Et je reviens sur la Covid, puisque c'est le sujet qui me mobilise un petit peu depuis quelques temps. On a vu qu'en fait, le CHU de Pontchaillou, qu'on a vu que une boîte dont le nom m'échappe, qui avait mis au point, vous savez, ces petits vers marins qui avaient beaucoup de globules rouges et qui permettaient. Et Marina. Merci. Marina, qui est à Bagne-Bretagne, si je ne m'abuse d'ailleurs. Voilà. Donc, comment non. Comment ça, non? Non, Roscoff. Ah oui, le siège est à Bagne-Bretagne. Non. Non? Alors, je dis une connerie. Vous voyez, comme quoi, il faut toujours vérifier ses sources. Franck Zal ne va pas être content. Mais donc, comment est-ce que vous faites justement pour accorder du temps à ces infos locales? Parce qu'on se rend compte, je ne vais pas faire mon carnot de base, mais on se rend compte que dans nos régions, il y a des trucs extraordinaires qui se passent à chaque fois. Et que malheureusement, le centralisme jacobin fait qu'aujourd'hui, tout passe par Paris. Je parlais de l'ANSES tout à l'heure, parce qu'effectivement, l'ANSES est la référence, mais ce n'est pas le seul. Olivier parlait de l'INRA. L'INRA, finalement, est originellement à Angers. Donc, il y a des telles choses qui se passent en province, hors des agences d'État qu'on vient de citer. Et comment vous faites finalement pour récupérer cette information et pour vous en faire l'écho, sans forcément avoir la culture scientifique? Moi, encore une fois, je ne l'ai pas à la base. J'ai un vernis aujourd'hui, il ne faut pas trop gratter quand même. Hein. Je suis juriste de formation et aucunement professionnel de santé. Je pense que ça soit France 3 Bretagne, que ce soit le Télégramme, on a la chance d'être implanté dans le territoire depuis des dizaines d'années et d'être en relation aussi depuis des dizaines d'années avec, il y a le travail de tous les prédécesseurs, bien sûr, avec tous ces milieux-là.
Par exemple, les marinas, on a beaucoup travaillé avec eux, on est en relation souvent avec eux, on a de bons rapports avec eux. On a une journaliste ici qui, si elle n'est pas spécialisée, est quand même très connaisseuse des questions de santé, par exemple, et a un réseau qui est assez important aujourd'hui et par lequel arrivent de nombreuses informations. Donc on les a en direct, ça passe pas par Paris. D'ailleurs, c'est souvent nous qui les remontons et c'est la force aussi de ancrer dans le territoire. Heureusement que ça marche comme ça. C'est nous qui les remontons après et on a la chance aussi d'avoir des créneaux, des formats un petit peu plus longs où on peut leur donner la place, que ce soit sur notre antenne, que ce soit sur notre site internet. Donc on a la chance d'être au contact, justement. Cette proximité-là, elle nous permet d'être au contact et elle permet souvent de faire remonter des choses aussi vers de l'information nationale. Parce qu'effectivement, dans nos régions ont du talent, comme dirait l'autre. Et il y a beaucoup de talent en Bretagne, notamment. Et effectivement, on a cette chance-là d'avoir un maillage assez serré, un réseau quand même qui est bien fichu et qui nous permet voilà, d'être en contact direct avec les gens qui apportent beaucoup à l'innovation, y compris nationale, voire internationale. Est-ce que vous êtes dans des logiques ou est-ce que parfois vous essayez d'entrer dans des logiques comme celle de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme de solution, qui sont des formats de journalisme, ou en tout cas de construction de journalisme, qui tentent d'apporter des solutions aux problèmes, donc souvent soulevés dans les médias. Donc quelque chose qui est assez positif dans l'approche, plutôt que d'être essentiellement dans une vision, on va dire, assez sensationnaliste. Ouais, on travaille beaucoup. Je suis désolé, Philippe, après je te laisse la parole parce que j'ai un peu l'impression de monopoliser. Voilà, j'ai une réponse qui me vient vite parce qu'il n'y a pas plus tard que en fin de semaine dernière, je participais à un atelier justement qui était proposé par le siège sur ces questions-là. Et effectivement, on développe le journalisme de solution qui n'est pas un journalisme béni oui pour dire tout va bien, c'est plutôt un journalisme qui va chercher, montrer ce que les gens essaient, avec parfois les limites, etc. Et on se doit aussi de les montrer. Mais oui, effectivement, c'est une piste de réflexion sur laquelle on travaille. Les gens ont aussi besoin de voir, pas que les mauvaises informations, ils ont aussi besoin de voir ce que les gens font sur leur territoire, sur le nôtre en particulier, pour faire avancer le schmilblick, pour faire avancer la science, pour nous permettre d'avoir des vies meilleures. Donc bien sûr que oui, c'est une réflexion qui est vraiment engagée en ce moment. Et là, par exemple, à partir de fin janvier, on va augmenter notre tranche régionale. On va commencer à 18h30 et toute la première partie jusqu'à 19h sera consacrée à ça. Ça sera consacré à ces gens qui font bouger le territoire et à ce journalisme, entre guillemets, de solution. Philippe, vous êtes dans la voie de la solution? Oui, ou la voie du progrès, comme dit Hugues, puisqu'il veut entendre parler de ce mot. D'ailleurs, parenthèse, je crois qu'on n'a jamais autant entendu parler de progrès, contrairement à ce que peut dire Hugues Mély, puisqu'il me semble qu'en 2017, un certain président de la République a été élu sur la notion de progressisme. Mais enfin bon, passons, je ferme la parenthèse. Sur la question du journalisme de solution, oui, bien sûr. Pour Anthony, on est sur ces sujets-là depuis déjà quelques années. On voit que ça marche. On a fait des enquêtes lecteurs. Alors là, je pense spécifiquement au mensuel de Rennes. Il y a 2-3 ans, quand on a changé la formule, on avait fait des enquêtes lecteurs auparavant et puis en préalable, et puis on les avait réunis autour d'une table avec une vitre teintée. Enfin, c'est toujours très intéressant comme exercice. Et bien, il demandait ce type de format. Donc on essaye de les déployer de temps en temps. Il faut pas en abuser parce que oui, c'est vrai qu'après, c'est sans doute pas ce qu'attend le lecteur non plus du mensuel de Rennes, de passer pour un journal qui fait de l'information béni oui, parce que c'est un peu le risque, mais oui, on le fait. Et puis Telegram, je vais faire rapide, mais on a un format qui s'y prête bien sur le numérique. Alors il a changé de nom, je crois que c'est le T+, maintenant, il s'appelle le T+. C'est tous les soirs où on a un journal d'infos plus positives, en fait, où on est en fin de journée. Le lecteur,
rentre d'une journée de travail sans doute harassante et donc on lui offre des petites pastilles comme ça à grignoter. Et là-dedans, il y a du journalisme de solution aussi. Je voulais rebondir sur le journalisme de solution qui, à mon sens, peut être tout à fait autre chose que des choses béni-oui-oui. Ce qui m'a amusé pendant le premier confinement, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives, ça et là, surtout par Internet, de gens qui voulaient préparer le monde d'après. Vous vous en souvenez peut-être, il y a eu toutes sortes de courants et des gens qui s'imaginaient que tout allait être complètement différent. Bon, je crois qu'après le deuxième confinement, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément ça. Ce que je voulais dire très concrètement, c'est qu'il y a ici à Rennes une initiative qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une initiative qui correspond à une loi qui a été votée à l'unanimité il y a quelques jours. Ça a fait 3 lignes en Ouest-France. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc c'est un petit peu dommage parce que effectivement là derrière il y a des gens qui se battent, enfin je veux dire qui se mobilisent vraiment effectivement pour créer des emplois. Alors je vous renvoie au site internet, je vais pas développer ici maintenant, mais c'est un exemple de réalité, puis il y en a d'autres où des gens se mettent en route à plusieurs pour transformer effectivement le quotidien, et en particulier le quotidien de ces milliers de personnes qui sont au chômage depuis longtemps. Très concrètement, donc, il y a un pôle qui existe sur Rennes, sur Le Blône, et qui est en train de se structurer pour à la fois regrouper les gens qui ont des compétences à proposer, et l'idée c'est que tout le monde a des compétences, et lister tous les services non pourvus, les services marchands non pourvus à l'heure actuelle, pour ne pas comment dirais-je, torpiller des entreprises déjà existantes. Voilà, en quelques mots, et si vous cherchez sur Internet, vous en saurez plus, et c'est un exemple de journalisme de solution de terrain. Voilà, c'était simplement ça que je voulais dire. Voilà, merci. Ouais, juste, mais j'ai l'impression que la solution à bien des problèmes peut venir de la bouche des enfants. Et finalement, est-ce que le journalisme donne suffisamment la parole aux enfants? Alors là encore, quand on est dans la télévision, c'est probablement plus aisé de donner la parole aux enfants parce qu'on peut les attraper, ils sont là en chair et en os, on les fait parler. Et on sait tous d'ailleurs que on éprouve en tant que téléspectateur un regain d'intérêt quand vient la séquence des enfants qui s'expriment. Enfin, c'est humain. C'est humain. Et aussi parce que ça raconte des histoires, on y revient. Ça transmet un peu plus d'émotion. Et puis, comment le point de vue de ces enfants pourrait-il être faussé par tel ou tel travers qui relèverait de l'expérience de la vie, de l'engagement politique, souffrance, de que sais-je, voilà, ce sont les enfants. Donc, c'est une belle matière. Bon, à la radio, voilà, probablement aussi un peu dans la voix des enfants, au sens, la sonorité de la voix des enfants. Dans le print, je sais un peu moins dire ce que ça peut être, peut-être des personas auxquels on donnerait une espèce de régularité de prise de parole. Enfin, voilà, une fois par jour, une fois par semaine, que sais-je, on donnerait la parole aux enfants. Oui, un mot sur la conclusion, c'est très bien. C'est également la génération millénium, je crois d'ailleurs, aujourd'hui, il me semble, mais je peux me tromper. Pour revenir sur ce que disait Philippe Créange tout à l'heure, parler de réseau, et c'est vrai que moi, je ne suis plus un jeune journaliste aujourd'hui, je ne suis pas encore vieux, en tout cas j'ai la faiblesse de le croire, mais c'est vrai que plus on avance en âge, plus on étoffe son réseau. Mais pour les jeunes journalistes et pour ceux qui n'auraient pas forcément un réseau très étoffé, il y a une structure qui vise à favoriser justement ces relations entre les journalistes, le monde de la communication et le monde de l'entreprise, c'est le Club de la presse de Bretagne. Donc je ne peux que vous inviter à le rejoindre et à venir participer plus fréquemment à ce genre de débat, parce que finalement, moi qui travaille dans le secteur de la santé et donc était confronté au big pharma, aux multinationales de l'industrie pharmaceutique, où là, le secret des affaires n'est pas à 20 mots, c'est au contraire une chape de plomb qui plane sur chaque molécule et sur chaque innovation.
j'étais bien content à l'époque où j'étais plus parisien que breton de pouvoir rencontrer parfois des représentants du monde de l'entreprise au Presse Club de Paris. Et j'ai la faiblesse de croire que le Club de la Presse de Bretagne a cette vocation et a cette capacité à réunir dans un même lieu, quelquefois physiquement, en attendant virtuellement, des représentants du monde de l'entreprise comme vous, messieurs, des représentants du monde des médias comme vous, messieurs. Donc, je ne peux que vous inviter à démultiplier ce genre d'initiative. Et je tiens encore à remercier Olivier pour avoir initié celle-là, en tout cas. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé. Merci à Anthony Masto, Philippe Créange, Hervé Karmarek et Mélie d'avoir pris du temps pour échanger sur ce sujet qui est très vaste, qui est loin d'être terminé. On aura l'occasion de réaborder ces sujets, peut-être sur des thématiques plus spécifiques l'année prochaine et peut-être avec une audience plus large également. Merci aussi à Servan, qui est service civique au sein du Club de la Presse, qui a organisé techniquement cette rencontre. Et voilà, une rencontre qui était importante, qui est pleine de promesses, d'innovation, de solutions dans l'information. Voilà, merci à vous tous, merci à toutes et à très bientôt pour de nouvelles rencontres experts.